une évolution donc je peux voir, c'est que s'il y a des designers qui eux préfèrent être plus orientés produits, ben ils auront plus de temps maintenant d'avoir plus d'influence dans le côté produit justement dans les boîtes. Et ça c'est la partie justement qui peut être vraiment intéressante, c'est que je pense que le métier designer va avoir encore plus d'influence dans l'entreprise parce qu'ils passeront pas toute la journée à dessiner des choses, mais ils ont plus de temps libre justement pour pouvoir réfléchir à la roadmap, pouvoir réfléchir à comment tout, pas que le design, mais qu'est-ce qui connecte le design avec le reste de l'entreprise. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Arnaud Bénard, cofondateur et CEO de Galileo AI. Galileo AI, c'est une startup basée à San Francisco, suivie de près par les product designers du monde entier. En effet, l'entreprise, qui a été fondée par des ex-employés de Google et Meta il y a moins de 2 ans, promet de rendre possible la conception d'interfaces utilisateurs sophistiquées à n'importe qui à partir d'un simple prompt. Les résultats sont déjà impressionnants. Aujourd'hui, leur modèle permet d'automatiser 60 à 70% du travail, et les designers peuvent ainsi se concentrer sur les aspects les plus stratégiques de leur métier. Dans cet épisode, Arnaud nous explique comment ils ont conçu leur modèle permettant d'atteindre de tels résultats et nous fait part de sa vision pour le futur du métier de designer et plus largement celui de la conception de produits tech. Bonne écoute. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Arnaud de Galileo AI. Très content de te recevoir Arnaud parce que ça fait un certain temps qu'on suit Galileo depuis Paris. Vous êtes basé à San Francisco, vous êtes en train de construire un produit qui est en train de transformer le métier de product designer, qui est pour nous un métier clé dans ce qu'on fait chez Mozza, la conception de produits. Et c'est un vrai plaisir de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter? Avec plaisir. Déjà, premièrement, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Je me réjouis de pouvoir parler un peu de Galileo. Moi, en fait, je viens d'un background de recherche en intelligence artificielle. Donc, ça fait presque 10 ans que, en fait, je suis dans le domaine de tout ce qui est language model et tout ce qui est intelligence artificielle, mais genre en fondamental. Donc, j'étais à Google pour plus de 3 ans. Et en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que Google, il passe tellement de temps à faire de la recherche en tout ce qui est analyse de texte, parce que tu as des pages web où justement il faut savoir qu'est-ce qui est important dans les pages web, qu'est-ce que les gens tapent. Et même un problème intéressant sur lequel j'ai bossé, c'est si quelqu'un tape, par exemple, je veux un hôtel à Paris, est-ce que c'est Paris en France ou Paris dans le Texas? Et justement, en fonction du contexte, que si tu demandes la croissance, c'est probablement Paris dans le Texas. Non, c'est Paris en France, c'est pas Paris dans le Texas. Donc, j'ai bossé pour plus de 3 ans à Google en recherche, vraiment spécialisé en NLP. Ensuite, j'ai passé 1 an à Faire, qui est une grosse startup à faire tout ce qui est search ranking. Et justement, à l'époque, on voyait que tout ce qui était language model et AI, ça s'améliorait énormément. Quand j'ai commencé là-dedans, ça pouvait prédire un mot à la fois. Et au fur et à mesure, ça devenait un mot, une phrase, un paragraphe. Puis maintenant, ça peut carrément écrire plusieurs pages, justement, intéressantes. Et c'est là, justement, j'ai décidé que c'était un bon moment pour créer une boîte dans ce domaine-là. Ok, et alors comment t'es venue l'idée de Galileo? Ouais, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les language models, mais je dirais que il y a des propriétés intéressantes justement avec ce genre de modèle, c'est que ils sont très bons à comprendre tout ce qui est des patterns dans les données. Donc, par exemple, si c'est du texte en anglais ou en français, il y a beaucoup de phrases qui sont répétées, mais dans le code aussi, c'est la même chose, où la plupart des gens écrivent le même style de code. Et après, j'ai toujours une partie un peu créative où je me suis dit, ça peut être intéressant de faire le code, mais plus dans le sens design. Et c'est là, justement, où j'ai commencé à faire des petites expériences et puis voir, est-ce que je peux générer un bouton? Est-ce que je peux générer une page de login? Et puis, justement, à partir de ça, on dirait qu'on peut faire des choses intéressantes ici.
Et aussi de mon côté, je faisais un de mes premiers boulots que je faisais à côté de mes études, c'était de faire du front-end. Et j'ai toujours été pas très fort en design, je veux dire, en étant même très généreux. Je me dis que ça peut être intéressant de pouvoir générer justement des interfaces graphiques. Et justement, vu que ma cofondatrice, elle a bossé plus de 6 ans à Facebook à San Francisco et géré une équipe de design à Cruise, qui est une compagnie qui fait des voitures autonomes. Et justement, on s'est dit, bon, ben maintenant, moi, je peux aider en tout ce qui est intelligence artificielle et toi, tu peux vraiment me donner le contexte de tout ce qui est design. Et ce contexte, justement, il y a plusieurs dimensions. Une, c'est juste la partie purement technique. Qu'est-ce que c'est un bon design? La partie aussi, comment ça interagit avec des gens, des professionnels qui travaillent dans le design, ce qui est très important pour nous. Et oui, justement, comment on peut développer ce produit pour que ce soit intéressant pour des designers. Ok, alors du coup ça fait 1 an et demi, hein, c'est ça, il me semble, Ouais. que vous développez Galileo. Vous avez levé un seed récemment en début d'année avec Khosla Ventures, qui est un super fonds américain. Mhm. Aujourd'hui, du coup, Galileo, comment tu présenterais Galileo à des gens qui connaissent pas encore votre outil? Oui, alors je dirais que Galileo, c'est vraiment un outil qui te permet d'aller de 0 à 60-70% pour créer des interfaces design. Donc, imagine que tu vas sur notre produit, tu dis, je veux une interface qui me permet de commander de la nourriture en ligne et ça va te créer en fait chaque page qu'il y aurait pour cette application mobile. Donc, tu dis, bon, bah, j'ai l'application mobile de livraison de pizza et ça va te créer la page de login, ça va te créer la page où il te dit sur la carte où est ta voiture, ça va te dire le type de produit que tu peux acheter. Et l'idée vraiment, c'est d'arriver de ce 0 à 70%. Et si tu bosses justement dans le design, et ben soit tu as envie d'aller plus rapidement, tu as envie de faire du prototypage, soit tu es entrepreneur et tu veux montrer le produit à des futurs clients, ou même si tu es une équipe une agence, et si tu es une agence, ben tu veux arriver au consensus en fait à tes clients plus rapidement, ben Galileo c'est parfait pour ça. Aussi un autre use case qu'on a, c'est euh, que les designers ils sont pas experts dans chaque domaine. Par exemple, imagine que moi je bosse pour une boîte de fintech pendant 5 ans et après mon prochain travail il sera je sais pas, dans le consumer social, voilà, où c'est plus des caméras, des interactions graphiques. Ben il y a peut-être certaines interfaces où je suis pas sûr comment designer. Et vu que Galileo arrive à comprendre est assez horizontal et arrive à comprendre tout ce type d'interface, ça peut justement aider à avoir une base sur le fait en fait sur quoi bosser. Ok. Oui, et les inputs, du coup, c'est des prompts de texte. Ouais. Il y a d'autres types d'inputs aujourd'hui qui sont possibles? Oui, alors les inputs, peut-être je vais expliquer dans notre produit en fait Ouais. c'est un chat et un peu comme ChatGPT et en fait l'idée c'est que tu tapes je veux une application qui me permet d'acheter des pizzas et le chat va justement ce qui est assez intéressant et c'est que il va te demander quel écran en fait tu veux générer parce que la plupart des gens en fait euh, ils vont écrire soit des choses qui sont très haut niveau, c'est-à-dire que tu vas dire bon je veux une application qui me permet d'acheter des produits, c'est pas assez, c'est un peu trop vague pour qu'une intelligence artificielle génère quelque chose d'intéressant. Ou soit des fois c'est trop spécifique et les modèles sont bons aujourd'hui mais ils sont pas assez bons pour vraiment comprendre ce niveau de détail. Donc le chat permet en fait de demander de la clarification à propos de la requête client. Et pour revenir à ta question à propos des inputs, on utilise des images. Donc ce que les gens font des fois, c'est qu'ils prennent un screenshot et écrivent un prompt avec, et ça peut justement te dire en fonction du screenshot que j'ai mis et de la phrase que j'ai mis, est-ce que tu peux me générer quelque chose qui soit similaire? C'est ça l'idée en fait. Et je pense que dans le futur, ce sera plus comme ça parce que malgré que le fait que les gens ils adorent la partie chat et tout texte, le design c'est quelque chose qui est visuel, donc il y aura toujours un input visuel, que ce soit des images ou même ce serait génial si dans le futur tu peux même un mood board et puis ça te permet justement de pouvoir générer des choses qui ont rapport à ça. Et ce qui est assez génial, du coup, c'est qu'effectivement, derrière, l'output de Galileo, les écrans, la UI sont éditables
Et donc, Oui. même si vous faites que les 60-70 premiers pourcents, c'est facile pour un designer de faire le reste. Aujourd'hui, du coup, parmi vos users, de qui il s'agit? Est-ce que c'est essentiellement du coup des entrepreneurs, des product managers, des designers? C'est quoi les cas d'usage principaux que vous observez et dans quelle direction est-ce que tu as le sentiment que ça se dirige? Ouais, alors c'est assez divers, je dirais. Et vu que notre produit c'est self-service et n'importe qui peut s'enregistrer, donc on peut vraiment voir le type de gens qui utilisent notre produit. Euh, je dirais que c'est un mix de trois types de users. Donc le premier c'est vraiment le designer qui veut créer justement des mocks qui peut partir de leur travail. Donc ça, c'est vraiment un use case assez courant. T'en as un autre, le deuxième, qui est plus l'entrepreneur. L'entrepreneur qui souvent, soit c'est des gens techniques ou peut-être background et école de commerce qui veulent vraiment avoir un produit qu'ils peuvent mettre peut-être dans des slides ou qui veulent juste montrer à un futur utilisateur de dire hey, je bosse sur ce produit-là, qu'est-ce que tu en penses? Et le troisième, on a plus le côté développeur. Je dirais qu'il y a une énorme synergie avec les développeurs front-end qui, eux, ben, des fois, ils aimeraient bien développer certaines pages et ils n'ont pas les compétences de design de pouvoir le faire, donc ils utilisent Galileo. Et ça, vu qu'on offre le code aussi avec le design, ça les permet juste de copier-coller et d'avoir le code et le mettre directement dans leur produit. Mais je dirais que si on regarde vraiment ce que les gens qui l'utilisent le plus, je dirais que c'est aussi beaucoup les agences parce que bah, si tu es une agence que ce soit développement, design, bah, tu fais énormément de prototypage avec des clients et eux ils sauvent énormément de temps. On compare nos utilisateurs euh, dans des agences, ils vont souvent dire hey, écoute, moi ça me prenait 4-5 jours d'envoyer de prendre le feedback de mon client, après il me dit je veux plus ça, je veux changer ces choses-là, après je renvoie ça et ça tu vois, c'est 4-5 jours justement où ben, ça qui est perdu et les agences c'est vraiment leur but, ben, j'ai pas besoin de te le dire, c'est tout le rendement, donc justement ça permet de rendre ces durations d'itération plus courtes en fait et ce qui permet à ces agents d'être plus productifs et de faire plus de revenus. Yes. Et éventuellement de se concentrer sur d'autres aspects stratégiques du job. Nous, ça fait partie des trucs auxquels on réfléchit beaucoup, évidemment. Ok. Et du coup, avant de... j'ai évidemment envie qu'on aborde ta vision sur l'évolution du métier de product designer et même dans comment on va évoluer la conception de produit tech, qu'est-ce que ça va vouloir dire. Juste avant, ça m'intéresserait que tu nous racontes comment est-ce que vous avez construit ce produit. Tu vois, quelles ont été les étapes principales entre le moment où vous vous êtes dit ok, les LLM ont un potentiel intéressant sur la génération d'écran et du coup ce que vous avez aujourd'hui et ouais, quelles ont été les étapes et les apprentissages qui ont été les vôtres en cours de route. Ah, avec plaisir. Ouais, je dirais que quand on avait commencé, c'était un peu, c'était ben, il y a plus de 2 ans, enfin il y a 2 ans, et je dirais que ça marchait vraiment pas bien, pour être franc. Donc on commençait à générer des pages avec, bah, à l'époque c'était GPT-3 qui était sorti, et peut-être qu'on arrivait à faire des pages de login, vraiment genre en gros 2 inputs, un bouton. Vraiment, si tu forçais la chose, tu arrivais à avoir quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, mais c'était vraiment dur. Donc on a passé énormément de temps à faire du R&D, ce qui était un peu mon background. Quand j'étais à Google, j'ai énormément de R&D et puis de savoir qu'est-ce qui pouvait marcher et puis un peu de faire un peu des trucs risqués en fait. Et c'est ce qu'on a fait ici aussi où on a passé quelques mois à chercher qu'est-ce qui préfère un bon design, qu'est-ce qu'on définit un bon design et c'est là où on est passé un peu d'une approche à dire bon ben le design en degré dans les grosses boîtes qu'on voit aussi aux États-Unis, je pense que c'est la même chose en France, ça fonctionne avec un design system. Et en gros, c'est dit, bon, ben, en tout cas, l'expérience d'Hélène, c'est que quand quelqu'un travaille à une boîte comme Facebook ou Google, ben, il y a beaucoup du travail qui est assemblé un design system. En gros, c'est de prendre les choses et les assembler à la main, en fait, et d'après de faire les tweaks finaux.
Donc c'est un peu l'approche qu'on a pris ici. On s'est dit bon ben alors pour qu'on réussisse à faire du design, il faut qu'on ait un design system qui peut un peu représenter tout ce qu'un designer aurait besoin. Donc c'est par ça qu'on a commencé. On a créé ce design system qui est, je pense, un des plus grands qui doit exister au monde pour être franc, parce que la dose le nombre de composants, de variations, on parle de millions, de milliers de variations, de variantes pour ce design system. Et donc, on a commencé avec ça. Et puis après, ben, c'était comment on fait qu'une machine arrive à comprendre ce design system et à créer des pages. Et là, c'est vraiment juste la partie pure machine learning où on a dû entraîner des modèles pour faire l'assemblage. Parce que si tu prends, même aujourd'hui, tu prends le meilleur modèle d'OpenAI et tu lui donnes, je sais pas, un design system qui est open source ou quoi que ce soit, ça va pas marcher du tout parce que ça va être confus. Et par exemple, ça va te donner des pages où les trucs sont dans le mauvais ordre. Un truc qu'on avait, par exemple, c'est que sur une page mobile, tu as le bouton au milieu de la page, par exemple. Et ça, c'est parce que c'est pas entraîné sur c'est pas entraîné sur les bonnes données, quoi. Et que les modèles comme les GPT-4 et autres, il y a peu de données de design dedans. Donc, c'est un peu ce qu'on a appris et c'est un peu le breakthrough technique qu'on a fait, c'est de se dire, bon, ben, faut qu'on construise un modèle qui utilise ce design system. Il faut qu'on construise à la main, en fait, un dataset qui permette à apprendre le modèle, comment utiliser ce design system. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Après, ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est, ben, il faut faire tourner à des centaines, pour des centaines de milliers de personnes. Parce que nous, quand on avait fait justement on avait fait un lancement l'année dernière, et on avait des centaines de milliers de personnes qui voulaient utiliser le produit. Et si on regardait le coût de lancer ce modèle avec notre première itération, bah, ça n'allait pas très bien financièrement. Et nous, on voulait justement qu'il y ait le plus de gens qui aient accès à ce modèle. Donc, on a dû faire énormément de travail aussi de prendre ce gros modèle qui pouvait vraiment faire des designs haute qualité et de le rendre, justement, de rendre beaucoup plus efficace et vraiment de réduire les coûts de 50 à 100 fois pour justement que maintenant, ben, si tu vas sur Galileo AI, ben, tu peux l'utiliser gratuitement. Et c'était vraiment quelque chose qu'on a fait de façon consciente parce que beaucoup de produits, justement, dans le domaine créatif sont basés sur tout ce qui est, ils appellent ça Product-Led Growth, PLG. Et en gros, c'est que les gens viennent, ils utilisent ton produit gratuitement pour quelques jours, puis après, ils ont de la valeur sur ce produit. Et ensuite, ils décident d'acheter un compte. Et justement, si on fait pas ça, ça va être très dur pour les gens pour savoir ce que le produit vaut, si ça a de la valeur pour eux. Donc, pour nous, avoir les coûts très bas, c'était super important. Donc, vraiment, je dirais que pour résumer un peu notre étape de recherche, c'était vraiment en 3 étapes. La première, c'est vraiment, bon, bah, comment on génère des designs, créer un design system, créer les données. Et puis ensuite, créer deuxième étape, c'est vraiment entraîner ce modèle et puis être sûr que ça a une qualité vraiment qui passe la qualité qu'un designer accepterait. C'est pour ça que ma cofondatrice Hélène est vraiment clé là-dedans, c'est de dire bon ben moi si je présente ça à mon boulot à Facebook, les gens ils vont pas être contents, quoi. Donc il faut vraiment que ce soit une haute qualité. Et la troisième étape, c'est maintenant bon, ça doit marcher at scale. Il doit y avoir des centaines de milliers de personnes qui pourraient l'utiliser sans que justement les coûts de compute avec les GPU ce soit trop cher. Et ouais, donc c'était à peu près le progrès justement qu'on a fait depuis le lancement de la boîte. Ok. C'est quoi les données sur lesquelles vous vous êtes entraîné? Vous êtes allé chercher des écrans par millions sur Dribble ou vous êtes concentré juste sur certains datasets que vous considériez particulièrement qualitatifs? Comment vous avez abordé la question? Ouais, alors nous, ce qui était important justement, c'est de faire les choses bien. Et ce qu'on a fait justement, c'est qu'on a créé on a créé toutes ces données à la main et à propos de notre design system. C'était important justement que on utilise nos design systems et en fait, après, on a créé tous ces datasets à la main. Et c'est très similaire justement du travail que j'avais fait à l'époque. Moi, j'avais bossé à l'époque sur des produits de Google et justement, il y a tout un processus sur comment créer des données de façon safe et de façon propre pour utiliser pour des produits justement comme pour des grosses boîtes américaines. Donc, c'est vraiment de ça qu'on s'est inspiré pour être sûr qu'on fasse les choses bien. Justement, quand on génère, si tu regardes les types d'applications qu'on génère, c'est un peu un style Galileo, je dirais. Et moi, c'était le but justement quand j'ai créé ce dataset, c'est qui est un peu notre propre style. Je dirais que c'est pas le style que tu verrais sur Dribble parce que ça n'a pas le côté justement les magnifiques interactions. Et je pense que les LLM, c'est pas encore là.
Et c'est pas un style où tu diras, ah, c'est absolument cette application. C'est vraiment notre propre style. Et le but, justement, c'est que les gens peuvent utiliser ce produit et se dire, bon, ben, c'est le style Galileo. Et justement, ce sera jamais, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui peut matcher Dribble parce que la qualité est beaucoup plus haute, mais c'est quelque chose, en tout cas, sur lequel les gens peuvent travailler avec. Ok, intéressant. Midjourney, typiquement, est assez génial pour générer des interfaces UI à la Dribble, pas forcément très réalistes, mais qui peuvent être très jolies. Ok, et quand vous avez du coup la phase 3 d'optimisation du modèle pour le rendre scalable à moindre coût, là, vous avez fait des sacrifices sur la qualité des écrans générés? Ça, c'est une super question parce que c'est toujours... ça, c'est vraiment c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec OpenAI, par exemple, ou d'autres produits, ou par exemple, la première version de leur produit est peut-être plus lente, mais la qualité est assez haute. Mais avec le temps, ils utilisent des produits ils utilisent des modèles de plus en plus petits et il y a toujours un trade-off de qualité parce que c'est un peu, je sais pas, j'essaie de trouver une analogie qui make sense, mais il y a une certaine capacité. C'est comme si, t'as une grosse voiture et tu peux mettre énormément de choses dans le coffre, et ben, au bout d'un moment, tu prends une plus petite voiture, ben, tu peux vraiment essayer de presser des choses, mais au bout d'un moment, ben, il y a qu'une certaine capacité de compute que tu peux mettre dans ces modèles. Donc, nous, ouais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé au maximum de pas perdre de qualité. Je pense qu'on arrive à un bon trade-off et, malheureusement, je pense qu'il y aura toujours un petit peu de qualité en moins. Mais après ça, il y a des techniques justement de machine learning qui permettent d'enlever ce problème. Donc, euh, si ça intéresse les gens, il y a pas mal justement de recherches intéressantes, justement dire bon ben le modèle sera plus petit, mais peut-être qu'on lui donne plus de données à ce modèle-là, donc il peut arriver justement à justement à avoir la même qualité. Mais ça, c'est toutes les boîtes justement qui font de l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ils doivent se poser cette question. Je pense, ce que je vois, c'est qu'ils veulent toujours sortir un modèle d'abord, être le premier à sortir le modèle. Ça va être très cher, donc ils mangent les coups pendant quelques mois. Après, une fois qu'ils ont mangé les coups, ils vont dire, bon, ben, on va faire un plus petit. Et on espère que la baisse de qualité va pas être remarquée par nos utilisateurs. Et ça a l'air, pas pour l'instant, ça a bien marché, quoi. J'ai pas l'impression que ChatGPT, les gens ils se plaignent. J'ai l'impression que les gens sont toujours super contents. Et je pense que eux de leur côté, OpenAI, et je sais pas, hein, mais je pense que pour eux, ils ont dû baisser les coûts énormément parce qu'ils peuvent toujours utiliser des plus petits modèles. Absolument. Effectivement, c'est une question que beaucoup de startups se posent aujourd'hui. C'est ce que tu vois aussi dans les startups. C'est ce que tu vois aussi dans les startups qu'il y a toujours les gens ils se demandent ça. Absolument, ouais, bien sûr. Le trade-off entre la qualité technique et les coûts derrière. Si tu prends du recul un petit peu sur du coup cette année et demie, ces 2 années d'aventure dans la conception d'une startup AI first comme Galileo, quels sont tu vois les grands apprentissages que tu en retires et qu'est-ce qui surtout a été contre-intuitif pour toi avec le recul où tu te dis ok ça si je l'avais su on aurait peut-être fait les choses différemment. Très curieux d'en savoir plus. Non, c'est une très bonne question. Euh, Moi, je dirais en tout cas l'apprentissage, c'est que la qualité, c'est super important avec ces modèles. Je dirais que il y aura, quand je vois ce qui a gagné au bout de 2 ans dans chaque verticale, que ce soit image, vidéo, musique, la qualité, c'est ce qui fait gagner ces produits. Et quand je dis qualité, c'est vraiment, bah, il y a le produit lui-même, mais aussi le qualité de l'output. Donc, je dirais que si je pouvais revenir 2 ans en arrière, je dirais, ouais, continue d'investir dans la qualité parce que c'est ce qui va faire une énorme différence. C'est drôle parce que Midjourney, c'était vraiment les premiers à sortir génération d'images et après, il y a plein d'autres compagnies qui sont arrivées et qui ont lancé leurs produits et même qui ont sorti gratuitement même. Je pense que quand on regarde, si on lit les choses sur Twitter, le nombre de gens qui ont dit que pour Midjourney c'était fini, mais en fait, vu qu'ils avaient une qualité tellement haute, eh ben, ils ont continué d'avoir énormément de succès. Et je dirais que si quelqu'un lance un produit justement dans tout ce qui est AI, Generative AI, continuer d'investir dans la qualité, c'est vraiment le truc le plus important. Et aussi,
ça, c'est le premier apprentissage. Le deuxième, c'est toujours rester au courant de ce qui se passe niveau recherche, parce que les choses bougent tellement vite. Pour donner une comparaison, moi, je faisais de la recherche en 2018 en language models. Je dirais que tous les 3 mois, il y avait vraiment un papier où on se rejoignait tous dans une salle de réunion. On était là, waouh, ce papier, ça change les choses. Faut vraiment qu'on y pense. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ça change vraiment même notre roadmap de ce qu'on va faire comme recherche. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est tous les mois ou même carrément toutes les semaines, il y a quelque chose de vraiment impressionnant qui sort. Donc vraiment être au courant de ce qui se passe dans chaque domaine, c'est vraiment super important. Donc ça, au début, je pensais que mon background en recherche serait utile, mais pas autant utile. Mais maintenant que je vois à quel point la cadence des papiers est tellement haute qu'il faut vraiment rester au courant de ce qui se passe. Et je dis pas aux gens, justement, aux entrepreneurs, maintenant, allez lire des papiers de 15 pages d'équations mathématiques parce que c'est pas très utile, ça, mais c'est plus genre, s'il y a Anthropic ou il y a OpenAI qui sort un nouveau modèle, c'est passer 1 ou 2 heures et puis essayer de titiller le modèle et de voir ce qui marche bien, ce qui marche pas, et puis même avoir des choses à réessayer. Un deuxième, justement, un apprentissage contre-intuitif aussi, c'est que le design, c'est quelque chose, la qualité d'un design, c'est vraiment dur à mesurer. C'est qu'il y a aucun moyen que je te montre une image d'une application et que tu me dises, ça c'est un 8 sur 10 ou un 9 sur 10. Il y a aucun moyen de faire ça, justement. Donc, je dirais que ça a rendu la chose difficile à résoudre, de façon automatique. C'est que c'est pas possible parce que, un design, ça a plusieurs dimensions. Il y a une partie, justement, esthétique. Il y a aussi une partie, UX, c'est-à-dire est-ce que ça résout le problème que la personne veut, est-ce que ce design résout le problème que le designer veut. Il y a aussi une partie contenu, est-ce que le contenu est bien écrit, quoi, parce que des fois je trouve que les language models écrivent des trucs un peu verbose, trop longs, quoi, tu vois. Et aussi est-ce que les images sont bonnes, et justement il y a la composition est bonne, est-ce que c'est le bon component à utiliser là. Et en plus, nous, vu qu'en tant que produit, on génère plusieurs pages à la fois, il faut qu'il y ait une certaine continuité. Donc, je dirais que ça, c'était une partie vraiment où, à la base, quand j'avais commencé la boîte, je me dis, mais ça va être facile. Je vais faire comme Midjourney. Je vais prendre des images, je vais entraîner un modèle qui fait text to image. C'est un peu ce qu'on voit maintenant quand les gens utilisent Midjourney pour gérer l'application. Mais ça marche pas du tout parce que, déjà, les trucs qui sont plus basés sur l'esthétique, c'est pas super utile c'est pas super applicable dans une vraie boîte. Et de deux, c'est pas, on peut pas utiliser l'image. Tu vas faire quoi? Tu vas copier l'image sur ton Figma et après tu vas tout reproduire à la main, ou tu vas, Et donc c'est pour ça que pour nous, justement, la partie qui était dure, contre-intuitive, c'est que, au début, on pensait, c'est facile, on va faire Midjourney pour le UI, mais en fait, ça marche pas du tout comme ça, et on a dû vraiment repenser la chose ça doit générer une structure que les gens peuvent utiliser dans leurs outils de design. Et à la fin, c'est vraiment la question, est-ce que tu utiliserais ça dans ton boulot ou pas? Et justement, c'est ça la partie qui était contre-intuitive, c'est que des fois, quand en entrepreneur, tu as envie de prendre exemple d'autres boîtes, tu dis, Midjourney, c'est une boîte super, qui a super bien marché, donc on va faire la même chose dans le UI. Et des fois ça marche pas. Je dirais que le truc contre-intuitif des fois, c'est de prendre ce qui est bien de boîtes qui ont du succès, mais pas tout prendre parce que ça peut être dangereux, justement. Et justement, c'est ce qu'on a dû apprendre, nous, de dire Midjourney, ce qu'ils ont compris, c'est que le fait qu'ils rendent la chose facile de créer des images, ça c'est la bonne partie à garder. Mais la bonne partie à ne pas garder, c'est que ce soit des images pour nous, parce que nous on fait du design, on fait pas des images, donc c'est la partie vraiment qui a été contre-intuitive et qu'on a dû changer de notre côté. Ok, excellent. Ouais, donc vous aviez tout un tas de critères pour évaluer la qualité de l'output du modèle. Exactement. Qui effectivement, c'est complexe. C'est un métier. Tu t'évoquais du coup les autres modèles. Tu parlais de Midjourney. Là, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'actu avec Claude qui a annoncé ses artifacts, du coup, sorte de mini applications qui sont générées on the fly par le modèle. Où du coup, il y a un peu de UI qui est généré, UI avec du code fonctionnel. Très intéressant. T'as aussi Figma qui a intégré du coup des features AI assez prometteuses.
Comment est-ce que vous adaptez, vous, en tant que jeune startup, par rapport à ces géants, et comment est-ce que vous construisez voilà, cette defensibility, comme on dit. Je serais très curieux de connaître votre approche là-dessus. Ouais, c'est une super question parce que c'est vraiment la question que nous, quand on a créé la boîte, on a envie de savoir quels étaient nos critères pour le succès de la boîte, et on s'est dit qu'est-ce qui est defensible justement pour la boîte, parce que s'il y a rien, ça vaut pas la peine, parce que sinon tu crées une boîte qui sera un château de cartes. Et nous, ce qu'on a pensé vraiment, c'est la qualité. C'est qu'on a regardé justement, si on regarde les boîtes d'intelligence artificielle aujourd'hui, lesquelles justement ont une longévité. Bon, longévité dans les boîtes de IA, on va prendre ça sur 1 ou 2 ans, quoi, mais en tout cas qui ont de la longévité, que les gens aiment le produit, c'est vraiment la qualité. Parce que je pense qu'avec tous ces produits, il y a un énorme côté partage, il y a un énorme côté communautaire. Donc, si la qualité est bonne et que les gens partagent sur les social media, que les gens ils partagent avec leurs amis ou leurs collègues, ça va faire que le produit, justement, il va y avoir énormément de succès. Et nous, c'est pour ça qu'on a investi énormément dans le R&D pour avoir la meilleure qualité, parce que ça veut dire que ça va être très dur pour les autres gens de nous copier. Et je dirais que oui, il y a des produits aujourd'hui qui existent sur le marché, mais je dirais que notre qualité reste toujours la plus haute. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, c'est le modèle lui-même est meilleur, entraîné sur des meilleures données. Et aussi, on a vu plus d'itérations que la plupart des boîtes. Avec nos clients, on était en private beta pendant au moins 6 mois pour vraiment être sûr que ce qu'on faisait, c'était la qualité soit assez haute. Et aussi, la façon dont le produit fonctionne aussi, c'est vraiment ce côté d'enlever l'ambiguïté dans ce que nos utilisateurs demandent. Parce que comme j'ai donné un exemple avant, c'est que la plupart des gens, ils sont pas super familiers avec tout ce qui est prompt. C'est que toi et moi, peut-être qu'on adore utiliser dans les produits IA et qu'on sait exactement quoi écrire, les phrases, les structures, faire je sais pas, une instruction par ligne et tout ça. Mais la plupart des gens, c'est peut-être Galileo, c'est peut-être le premier produit IA qu'ils utilisent. Et on a envie que pour eux, là, justement, l'expérience soit positive. Donc nous, par exemple, on a ajouté énormément de fonctionnalités qui sont invisibles à l'utilisateur et qui permettent justement de réécrire ce que la personne veut. Comme ça, ils ont le résultat justement qui leur font plaisir. Donc je dirais que ce qui fait que notre produit aura de la longévité, c'est que de un, on a un modèle qui, même après qu'on l'ait sorti, personne n'a réussi à arriver à la même qualité. Et de deux, on a une expérience utilisateur qui est vraiment unique et qu'on sait que nos utilisateurs justement aiment. Et justement, notre but, c'est que au fur et à mesure, on va toujours aussi améliorer le modèle. Le but, c'est pas de rester avec ce modèle pendant les 5 prochaines années. C'est toujours des améliorations, et c'est ce qu'on voit avec même Runway ML ou Claude ou OpenAI, c'est qu'il y a une cadence de modèle qui va sortir et qui va toujours s'améliorer. Et c'est aussi notre but avec notre produit. J'imagine. Du coup, j'ai posé quelques questions à notre équipe de designers chez Moza, pour savoir un petit peu voilà qu'est-ce qu'ils voudraient te demander. Et évidemment, il y a beaucoup de designers qui aujourd'hui se posent la question de si un produit permet de générer des screens de manière ultra qualitative à partir de quelques prompts, qu'est-ce que le métier de designer va devenir? J'imagine que c'est une question qu'on te pose souvent, mais très curieux de comprendre ta vision de l'évolution du design, de la conception de produits tech, et quel conseil tu t'aurais à donner à des product designers pour qu'ils s'adaptent à cette nouvelle ère? Non, c'est une question vraiment qui est importante pour nous parce que 50% de la boîte, c'est ma cofondatrice qui a travaillé dans le design toute sa carrière, qui a bossé dans des équipes de design. Donc c'est vraiment en nous, c'est super important qu'on fasse les choses de la bonne façon. Et puis aussi, énormément d'utilisateurs sont des designers. Je dirais que déjà de un, malgré toutes les choses qu'on dit sur Twitter, l'intelligence artificielle va pas remplacer les designers comme l'intelligence artificielle va pas remplacer les programmeurs. Je pense que c'est juste des choses que les gens disent parce que ça ajoute des clics, mais c'est pas du tout vrai. Je dirais que déjà notre produit, comme j'ai dit à la base, ça va vraiment de 0 à 70%. Le but, c'est vraiment juste
de commencer cette idée de début de produit, de prototypage et d'arriver à un consensus avec un client. Quand on voit les gens qui l'utilisent dans une agence, c'est vraiment, et je veux faire cette application, j'utilise Galileo pour prototyper, puis à la fin, maintenant, les derniers 30%, c'est vraiment là où justement le designer prendrait le relais. Je dirais que il y aura peut-être du changement dans le métier de designer. Moi, je vais peut-être donner l'exemple de comme je vois ça dans les grosses boîtes tech. C'est que il y a beaucoup de designers. Nous, quand on parle de designer, ils passent énormément de temps dans des outils de design et à vraiment dessiner des rectangles et tout ça. Mais il y a beaucoup de designers qui ont envie d'être dans les grandes réunions où ils parlent de produits, ils parlent de sales, ils parlent d'autres choses, pas que justement du travail sur les pixels. Et je pense que le fait que des produits comme Galileo existent, ça permet justement qu'ils aient plus de temps pour justement prendre des décisions plus importantes dans la boîte. Donc, une évolution donc je peux voir, c'est que s'il y a des designers qui, eux, préfèrent être plus orientés produits, ben, ils auront plus de temps maintenant d'avoir plus d'influence dans le côté produit, justement, dans les boîtes. Et ça, c'est la partie, justement, qui peut être vraiment intéressante. C'est que je pense que le métier designer va avoir encore plus d'influence dans l'entreprise parce qu'ils passeront pas toute la journée à dessiner des choses, mais ils ont plus de temps libre, justement, pour pouvoir réfléchir à la roadmap, pouvoir réfléchir à comment pas que le design, mais qu'est-ce qui connecte le design avec le reste de l'entreprise, justement. Donc ça, c'est ce qu'on voit qui est intéressant. Après, moi, je suis programmeur, donc je vois un peu aussi l'analogie de ce que je vois avec les outils de programmation automatique comme les copilotes, copilotes et tout ça. C'est peut-être, je dirais que c'est 2-3 ans en avance avec ce qu'on voit dans le design. Mais la façon dont je vois c'est utilisé, c'est vraiment pour accélérer les choses. Et je dirais que j'utilise ça au quotidien, donc je dirais que j'utilise ces produits au quotidien, donc je peux dire que je suis un expert là-dedans. Mais ce que je vois, c'est que l'intelligence artificielle, ça arrive pas à avoir le contexte sur les décisions. Donc peut-être je vais expliquer ça un peu dans le contexte du design, c'est que imagine que je fais une application de livraison en ligne et peut-être que l'intelligence artificielle va te donner un design générique comme Uber Eats, voilà quoi, où ça te met des restaurants et tout ça et tout livraison par voiture. Peut-être ça marche en France, mais peut-être que toi tu bosses pour une boîte qui est basée en Thaïlande et en Thaïlande c'est plus livraison par scooter, on va dire quoi. Donc il y a tout ce contexte de dire bon alors peut-être dans le design faudrait mettre des scooters, pas des voitures. Et puis après si c'est dans un pays justement où les gens mangent pas de porc, peut-être qu'il faut aussi changer que le design, que le contenu soit à propos de ça. Et aussi le contexte de dire, nous, on avait déjà essayé ce produit il y a 2-3 ans et ça n'avait pas marché. Donc, on n'a pas envie de refaire cette erreur-là, quoi. Donc, il y a tout le contexte avant, de mettre tout le contexte de qu'est-ce qu'on veut faire comme design. Et il y a tout le contexte après aussi de dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut mettre en production? Donc, c'est un peu comme ça que je vois l'évolution, c'est que ça va améliorer niveau productivité. De un, ça va améliorer niveau productivité. Et de deux, je pense que niveau designer, s'il y a des designers qui sont plus orientés produits, il y aura beaucoup plus d'opportunités de faire ça parce que les gens passeront moins de temps justement dans ces outils de design. Ouais, très intéressant. On a des gains de productivité qui leur permettront du coup de se rapprocher de la stratégie du marché et de faire cette last mile qui fait la différence finalement. Vous avez vous des chiffres sur les gains de productivité que permet Galileo aujourd'hui? C'est plus des anecdotes parce que c'est plus des anecdotes, mais je dirais que vraiment ce qu'on remarque, c'est vraiment comme j'ai dit avant, c'est quelqu'un qui a une agence design et qui passait peut-être 3-4 jours à avoir des conversations avec un client pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent développer, un peu de faire vraiment arriver à l'alignment. Et maintenant, ça se fait en une journée. Donc, ouais, là, c'est des gros gains de productivité. Après, je dirais que si qu'une personne bosse dans une équipe plus mature, où il y a vraiment certaines structures et des design systems mis en place, c'est pas quelque chose qu'on offre maintenant, qu'on offrira dans le futur, mais là, il y a les gains de productivité sont un peu moins. Mais je dirais que tous les gens qui commencent de 0 à 70%, oui, là, je pense qu'il y a des grands gains de productivité. Ok. Effectivement, pour l'instant, vous n'avez pas encore intégré la possibilité d'uploader son design system pour que Galileo s'y adapte. Non, mais ça, c'est un truc, ça, c'est vraiment une feature que les gens veulent et qui utilisent. Et c'est quelque chose qui nous intéresse, auquel on regarde. On a déjà fait du R&D là-dessus. Donc, il y a une possibilité de faire ça.
Donc c'est vraiment quelque chose. Je pense que ce sera ça le futur. Si on veut vraiment voir le futur du design IA de façon pure produit, je pense que il y aura des design systems et que ça apprendra à l'assembler. Mais après, il faut toujours qu'il y ait une personne derrière qui va dire, ouais, bah c'est un design qu'on veut mettre en production ou pas, parce que ça ira. Je pense que les gens ils pensent que des fois avec l'IA ça va être ah ouais, on clique un bouton puis directement ça va être c'est ce que les gens vont décider de mettre en production, mais ça va pas du tout se passer comme ça parce que il faut qu'il y ait une personne derrière qui dise j'ai inspecté ça, je pense que c'est la bonne décision pour ces raisons. Et ça, bah, personne va le déléguer à une intelligence artificielle, quoi. Bien sûr. Tu penses qu'on est loin du moment où il sera possible de créer un produit entièrement à partir d'un prompt, tu vois, donc vraiment le design, l'ensemble des écrans, le code derrière qui fonctionne nickel. C'est quelque chose qui tout le monde sent que c'est en train d'arriver. À quel point, selon toi, on s'en rapproche rapidement? Je pense que ça va arriver assez rapidement. Si on voit il y a cette compagnie qui a créé Devin, où c'est vraiment l'idée, c'est que l'utilisateur peut écrire des instructions, disons, j'ai une application qui fait, je vais utiliser mon exemple de livraison de pizza, et puis ça va vraiment créer le code et tout ça. Après, la partie d'édition, c'est là où je pense que tout ce qui est intelligence artificielle, ils ont vraiment de la peine. C'est bon, bah ça crée la première version, mais après toute la partie itération, je dirais que l'intelligence artificielle, elle en est pas encore là d'arriver à faire des excellentes itérations. Donc ça, c'est la partie qui est un peu loin. Après, ça existe déjà hein, de créer des produits automatiquement. Il y a toutes les plateformes no-code. C'est par exemple si on utilise Bubble ou Webflow, ben techniquement c'est un produit où en 3 clics on a une application. Après, l'intelligence artificielle c'est juste une version, c'est plus customisé, je dirais. Donc, je pense qu'il y a rien de, je pense qu'il y a rien de nouveau. C'est que si les gens déjà à la base, je dirais par exemple au niveau économique, si quelqu'un voulait une application qui est faite automatiquement, et ben, ils peuvent déjà aller à un produit no-code et ça le fait pour eux et ça a cette qualité. Maintenant, l'intelligence artificielle, ça permet d'avoir peut-être plus de customisation, meilleure qualité, plus de flexibilité, mais ça reste, je dirais, je pense que ça sera jamais la qualité de professionnels qui font de l'application, hein, justement, à la main. Yes. Ok. Et du coup, est-ce que tu donnerais quoi? Donc, tu parlais des conseils pour les designers, le fait qu'ils puissent se concentrer du coup sur d'autres dimensions du rôle et plus être seulement dans le fait de peaufiner des petits détails. Aujourd'hui, ton conseil à des dirigeants d'équipes produits, tu vois, on a des CPO qui nous écoutent, ou du coup, voilà, ils ont des équipes complètes de designers. Comment est-ce que comment est-ce que tu vois les choses pour aider ces organisations-là à accélérer? Est-ce que pour toi, Galileo, c'est vraiment sur du 0 to 1, sur du prototypage, surtout dédié à des agences, ou est-ce que tu penses que ça peut aussi être appliqué à des organisations qui ont des produits en place? T'as une opinion là-dessus? Non, je pense que Galileo être utilisé pour les deux. Ça peut être utilisé pour prototypage, mais aussi pour les boîtes qui ont envie justement, bah, qui ont aussi des demandes d'aider à produire. Après, je dirais pour les gens qui sont plus dirigeants et qui veulent avoir une idée de ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut juste mettre la main à la pâte et puis de justement d'essayer ces produits. Je dirais qu'il faut faire attention je pense qu'il faut vraiment faire attention de bien utiliser le produit et bien comprendre qu'est-ce que ça ajoute et qu'est-ce que ça fait les pros et cons, quoi. Qu'est-ce que ça fait bien, qu'est-ce que ça fait pas bien. Et je dirais, il faut former son propre opinion. Je pense que la partie la plus dure, je pense, en tant que dirigeant aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui est hype et qu'est-ce qui marche vraiment. Je dirais qu'il y a une énorme dose l'année dernière de gens qui ont promis monts et merveilles, mais après, peut-être que le produit n'arrivait pas à la hauteur des expectations. Donc, je dirais vraiment, c'est d'essayer ces produits, voir comment ça marche, vraiment communiquer avec même l'équipe de design. Et tu utiliserais ça ou pas? Est-ce que ça peut vraiment améliorer ta productivité? Si ça le fait, bah, tant mieux. Mais si ça marche pas, bah, tant pis, quoi. Mais je pense vraiment mettre la main à la pâte. C'est que voir la qualité du produit,
je pense que c'est ça qui va faire la grande différence. C'est vraiment se former son propre opinion. Et alors du coup, je sais que dans nos auditeurs, on a aussi beaucoup de designers, évidemment, comme je te disais. Aujourd'hui, quelle est la différence principale entre Galileo AI et les autres produits sur le marché de design qui utilisent l'IA générative? Ouais, c'est une bonne question parce je pense qu'on avait, il y a 1 ou 2 ans, il y avait pas de produits sur le marché qui justement faisaient de la génération d'interface. Et je dirais que maintenant, il y en a un peu plus, mais la différence pour nous, c'est, d'un, c'est la qualité, c'est qu'on a passé énormément de temps à être sûr que ça génère des designs de haute qualité. Et la façon dont ça se manifeste, c'est que je dirais que le niveau de détail qu'on va offrir sur le contenu, les images, et de vraiment essayer de comprendre ce que la personne tape. Donc, si tu utilises notre produit par rapport à ce qui existe, ça va comprendre beaucoup mieux justement les détails dans le prompt. La deuxième chose qu'on offre que d'autres produits n'offrent pas, c'est de pouvoir faire plusieurs écrans à la fois. Donc, par exemple, il y a un use case où c'est genre, fais-moi tous les écrans pour une application de livraison de pizza, ça va tout faire tous les écrans. Un autre qui est intéressant, c'est de faire un flow. Et fais-moi un onboarding flow pour une application bancaire. Donc, ça va mettre la première image avec l'illustration, la deuxième avec ton prénom, la troisième avec ton adresse. Donc, justement, ça peut te faire multi-écran. Ça, on est seul dans le marché à offrir ça. Et troisième, c'est vraiment l'approche chat. Et je pense que l'approche chat rend le produit plus facile à utiliser parce que les gens, comme j'ai dit avant, c'est que c'est dur de savoir quoi écrire et grâce au chat, justement, ça peut essayer d'éclaircir ce que la personne veut et puis justement même d'éditer directement avec des prompts. Donc ça, c'est vraiment, je dirais que la différence pour nous, c'est de 1, c'est la qualité. 2, c'est qu'on peut générer plusieurs écrans, que ce soit pour un flow ou pour une application entière. Et le 3, c'est que c'est un chat, ce qui peut aider justement pour enlever l'ambiguïté dans la requête de l'utilisateur. Ok, très clair. Merci beaucoup Arnaud pour toutes tes réponses. C'est fascinant. On va évidemment suivre ça de près et ceux qui n'ont pas encore testé, évidemment, je vous encourage à le faire. Merci à toi, merci à ceux qui nous ont écoutés et à très vite. Merci beaucoup, c'était super de parler. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!